Vous êtes toujours sur Radio LCF en compagnie de Catherine Becker. Jérôme donc a dû nous quitter, mais nous avons plein d'actualités dont nous avons pas encore parlé. Notamment, vous avez l'édition donc de la marque rouge, Catherine, pour la Chine et Hong Kong. Ça m'intrigue beaucoup de savoir comment vous allez... Ce sera une traduction, ce sera une adaptation, comment vous allez faire, hein? Ce sera pas une traduction. J'étais un petit peu déçue depuis le début, à vrai dire, que la marque rouge ne paraisse pas en Chine. Et on l'a fait paraître en français, en anglais, etc. Mais je me disais toujours que ce serait vraiment intéressant qu'elle paraisse en Chine. Et là, je me suis lancée dans l'idée de me centrer, d'enlever les images, quelque part. Même si ça reste d'enlever les images, d'accord, même parce si qu'il ça y en a reste beaucoup. Vraiment un livre sur l'art contemporain, d'enlever les images et de se dire que ce livre était quand même vraiment un livre à thèse, en gros sur la marchandisation de la mémoire, essayer de comprendre finalement comment avait fonctionné et va fonctionner l'art contemporain en Chine. Donc ce sera un livre plus de parti pris, beaucoup plus court, donc je l'aurais écrit, hein, c'est un autre livre, je l'aurais écrit, mais sur la base de toute cette culture, mais pour en faire un outil plus vivant sur le sol Quand chinois. vous dites un outil, un parti pris, vous pouvez nous en dire plus? Un parti pris, ce que je commençais à dire tout à l'heure, de se dire que l'art contemporain chinois a subi effectivement des variations extrêmement importantes. Comme on l'a dit, d'être exclu complètement du marché, de devenir au cœur du marché. Et puis aujourd'hui, effectivement, cette troisième génération qui crée vraiment à elle toute seule, cette génération, une transformation géopolitique du monde. C'est clair que maintenant, les pays émergents sont au cœur du monde, sont au cœur de tous ces fluides qui font l'originalité des grands courants artistiques. Donc ça sera autour de ce mouvement, effectivement, ce livre. Quand je parle du parti pris marchandisation, c'est le parti pris d'un pays où on continue quand même à ne pas pouvoir parler de sa propre mémoire, de ses propres traumatismes. On ne parle toujours pas ni de la révolution culturelle, ni de Tiananmen en Chine. C'est l'art qui en parle. L'art qui en parle de façon plus dédramatisée aujourd'hui, presque enjouée, de la même façon que la consommation en général. Aujourd'hui, il y a des bars qui ouvrent autour des thèmes de la révolution culturelle. On trouve tous les objets de la révolution culturelle et on boit des bons coups dans tout ça. On ne se rappelle plus du tout ce que c'était que l'histoire. L'histoire est devenue purement des signes. Et c'est autour de tout ça, autour de tout ce mouvement, où finalement, il y a des lieux, sans doute, et l'art, et la consommation, où la mémoire se consomme, effectivement, et se consomme dans ses différentes dimensions. Chouette. Voilà. Donc, sur Hong Kong et en Chine. Alors, l'idée, c'est que ce serait sans doute un éditeur hongkongais qui prendrait en charge cette nouvelle vision des choses. Alors, vous avez un autre ouvrage sur lequel vous êtes en train de travailler, un triptyque sur la mondialisation. Ça, c'est plus, ça vise plus un public français ou, en tout cas, vous allez le publier d'abord en France. Je vais le publier d'abord en France parce que c'est proche de mon histoire et que je m'adresse vraiment, je pense, en premier lieu à ma génération. C'est-à-dire à ma génération où je pense qu'on a tous, quand je dis ma génération au sens large, tous ces gens qui avons vécu, j'appelle ça peut-être même l'après mai 68, mais qui sommes entrés en quelque sorte dans ce monde de la globalisation, alors qu'on était des gens qui n'aimions qu'une chose, qui n'aimons toujours qu'une chose, c'est les différences. C'est les différences dans les cultures, dans les regards, dans les façons de vivre. Et on a quand même construit ce monde. Une forme de confession. De la globalisation. Alors, c'est une forme de confession. Et au départ, je l'écrivais de façon très mélangée. Et je pense que c'était assez illisible. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire en triptyque,
en me disant, d'une part, par les métiers qu'on a fait, c'est-à-dire que finalement de construire ces marques à travers le monde, finalement, c'est ce qu'on a fait, de faire que tous les centres-villes du monde entier se ressemblent et que, en particulier dans les pays émergents, il y a ces paquebots de luxe qui représentent ces mouvements culturels et marchands du monde. Alors je me suis dit, par mon métier, j'étais témoin de ça. Et je me suis dit, c'était quoi les mouvements? Comment on est arrivé à transformer, à participer de cette transformation du monde? Donc, je suis partie évidemment là-dedans avec un regard critique, parce que je ne suis pas très fière en réalité de ce monde qu'on a construit, alors qu'on avait tellement de bonnes idées, qu'on avait tellement envie d'un monde de la fusion, d'un monde où on est dans un monde de la fusion, mais peut-être pas au sens où on l'entendait. Donc, d'abord, l'écriture d'un pamphlet. L'écriture d'un pamphlet, mais vraiment sur la communication internationale. Et j'ai essayé de faire un portrait de cette communication en 7 étapes. Et ces 7 étapes qui, sans vous faire forcément tout le... Non, mais je les ai parce que vous m'avez un peu briefé là-dessus. Donc, je trouvais quand même assez intéressant, justement, vu votre parcours. Vous les avez. Voilà. Ces 7 étapes qui sont de se dire que la communication internationale a d'abord suivi un modèle imaginaire. On était effectivement dans un monde d'images, dans un monde de rêves, dans un monde d'ailleurs. Ensuite, c'est devenu vraiment un modèle religieux et on ne parlait plus qu'en termes de mission, de vision, et on cherchait à montrer comment toutes ces marques étaient nos nouvelles idoles. Et puis ce modèle s'est transformé en un modèle vraiment addictif, parce que ces idoles sont devenues vraiment des objets, des sujets d'addiction. Et on a vu à quel point les grandes marques de sport, en particulier, se sont livrées des combats pour avoir des fans. Mais c'est vrai de tous les domaines, qu'on soit dans les domaines qui ont l'air très techniques, que ce soit les voitures, que ce soit évidemment la mode, ou que ce soit le luxe. Donc c'est un modèle qui est devenu très addictif. Puis après, et ça a été la victoire des pays émergents, un modèle sociopolitique où les marques, comme on le disait, sont devenues là pour dire mettez-vous à votre place, racontez cette société d'ascension, racontez cette classe moyenne et racontez comment vous allez prendre du pouvoir, comment la Chine va prendre du pouvoir de par le monde. Et c'est vraiment la Chine qui a lancé un modèle sociopolitique derrière la communication internationale. Et puis au même moment s'est développé ce qu'on peut appeler un modèle esthétique avec ce qu'on disait capitalisme artiste, socialisme de marché artiste, où les marques viennent soutenir l'art contemporain, ou l'art contemporain soutient les marques. Puis tout ça est devenu un modèle totalement financier, où on sait qu'on n'est plus que dans des batailles de capitaux, et aujourd'hui un modèle totalement virtuel. Alors ça, c'est le pamphlet pour montrer comme ça en 7 étapes. D'accord. Et après, ce que j'ai fait, et ça m'a... j'ai adoré écrire ça, même si c'était pas parce que j'avais plus l'habitude d'écrire des essais que d'écrire des choses plus personnelles, mais essayer de voir ce que ça voulait dire sur le plan du métier. Et plutôt que de le faire d'une façon un petit peu généraliste sur le plan du métier, j'ai cherché comment, à chaque étape, qui représentait une étape dans la montée de la mondialisation, répondait les licenciements. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'ai intitulé globalement cette partie « Comment je suis devenu un monstre ?» parce que je me suis mise à licencier de façon de plus en plus naturelle. Le premier licenciement, j'y pense encore, j'en rêve encore la nuit, alors que maintenant, on licencie, etc. Tout est devenu beaucoup plus simple. Et chaque licenciement est différent parce que chacun répond effectivement à une de ces étapes de la montée de la globalisation. Alors ça, c'est cette deuxième grande partie. Et puis la troisième grande partie, qui est encore plus personnelle, c'est de chercher comment on vit quand on est dans ce milieu, quand on est dans ce métier, quand on est dans ce monde. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu un combat générationnel, parce que je connais beaucoup de gens qui ont vécu la même chose. Comment on vit toutes ces contradictions
qu'on vit sur le plan de globalement civilisationnel, hein, quand on se dit on voulait des différences, on a créé un monde de la globalité et de l'unité. Comment, alors qu'on aime les gens et qu'on prenait les gens pour leur finesse, leur qualité, leur intérêt, comment on les a licenciés et comment on a toujours l'impression au moment où on licencie. Je ne sais pas s'il y a des patrons qui sont différents d'ailleurs à ce point de vue-là. Mais moi, je suis toujours de l'autre côté. Je pense toujours que la personne que je suis en train de licencier a raison, que c'est elle qui tient le bon point, mais que ça va plus dans le système. Et que c'est le système qui broie. Et c'est le système qui t'oblige à licencier. Et voilà, et donc je le montre. Et ensuite, donc tu as l'impression, j'ai eu l'impression d'être actrice, puisque que je le veuille ou non, mais j'étais une actrice soumise à mes contradictions. Et que je vivais de plus en plus mal. Et puis, à côté de ça, en réalité, c'est sa vie personnelle qui en prend un coup, parce que ces contradictions, on les vit au quotidien, dans beaucoup ses relations de gestes, privées. Et dans ses relations privées. Et je suis arrivée donc à raconter cette rupture, où chaque fois, ça répond à exactement à ce que c'était que voir le monde. Par exemple, si on prend le monde imaginaire, comment on vit dans un monde imaginaire, dans une relation, puis d'un coup, il y a le réel qui vient vous sauter à la figure. Ou comment on est dans une espèce d'idéalisme complètement utopiste et religieux, et comment, là aussi, c'est une forme de réalité, une forme de rapport de force qui revient au milieu. Et donc, voilà, je suis arrivée à trouver. Donc, en gros, à ces licenciements. C'est intéressant. J'aime bien c'est quelque chose de plus personnel comme ça. On en reparlera quand ça sortira. Mais pour l'instant, voilà, c'est ça. Ouais, c'est en construction. C'est ça, c'est en construction. C'est écrit, mais je vais passer l'été qui vient à le raffiner. Alors, vous avez parlé du mot humain, artificiel. Là, sur les dernières expositions, il y a eu au Grand Palais Art et Robots. Oui. Je ne sais pas si vous y avez été. D'ailleurs, ça se termine aujourd'hui même. Ouais. À Art, là, actuellement, le thème, c'est Humanité augmentée, confrontation des intelligences humaines et artificielles. Donc, je me demandais, voilà, est-ce qu'il y a une restitution en art contemporain de ce transfert entre intelligence humaine, intelligence artificielle? Est-ce que ça existe, comme par exemple on peut trouver en littérature? Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour vous répondre à cette question. C'est sûr que ça existe. C'est sûr qu'il y a effectivement un transfert, qu'on ne sait même plus quelles sont les limites entre cette réalité augmentée et la réalité, que tout ne fait plus partie que d'un seul monde. Ensuite, ensuite je pense que je ne suis peut-être pas... c'est vrai que j'ai vu ces expositions, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus, quoi. En tout cas, on voit comment même les artistes aujourd'hui commencent à se servir de l'intelligence artificielle, ou en tout cas, on voit comment on commence à créer des robots qui, soi-disant, commencent à être capables d'être créatifs, de faire de l'art. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal encore avec toutes ces notions. Alors, après, il y a encore autre chose, tout ce qui est digital, je dirais, mais là on part sur autre chose, c'est-à-dire comment aussi l'art contemporain se sert du digital pour communiquer, notamment en Chine. Mais moi, c'était plus vraiment autour de comment cette intelligence artificielle rentre dans l'art. Et moi, je pensais que c'était un concept beaucoup plus récent, mais en fait, ça date des années 50. D'ailleurs, dans l'exposition, c'est... Oui, c'est ça. On voit effectivement tout le parcours historique de cette notion. Est-ce que ça le devient plus aujourd'hui? Je pense que c'est tellement intégré aujourd'hui dans tout l'art contemporain. Et c'est vrai que la Chine est bien placée à ce point de vue-là, puisqu'elle a toujours manié des gens qui étaient dans tous les domaines à la fois. C'est plus fort maintenant. C'est vrai qu'on ne voit plus les démarcations. On ne voit plus les démarcations. Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle cet ouvrage dont nous parlions déjà il y a maintenant 4 ans. On dirait que c'était hier. Vite, donc, bientôt, la version chinoise de la marque Rouge, qui paraîtra quand 2019. 2019, d'accord.